Bonjour, cette fois-ci je vous embarque pour un voyage. Allez tous à bord de la Nef des Fous, un tableau de Jérôme Bosch qui se trouve, vous l'aurez deviné, au Louvre. Alors ce qui interpelle de prime abord, c'est la taille du tableau. Il est minuscule. Et c'est d'autant plus surprenant qu'avec tout ce qui s'y passe, on pourrait s'attendre à quelque chose d'énorme. C'est une véritable chorégraphie miniature, une symphonie du détail. Des compétences directement héritées du père, enlumineur. Un métier qui n'existe plus. Cela consistait à illustrer des manuscrits, des livres écrits à la main. Ça, bien sûr, c'était encore avant l'invention de l'imprimerie. Autant dire la préhistoire. Le premier voyage auquel je vous convie est un voyage dans le temps. Avec Jérôme Bosch, on est propulsé au tournant des 15 et 16e siècles. Une époque où on sait peu de choses sur les uns ou les autres. Tout n'était pas répertorié comme maintenant. Pareil pour les noms de famille, c'était réservé aux nobles. Les autres, on les appelait d'après leur métier, une caractéristique, le lieu de naissance ou d'activité. Ce nom pouvait changer au sein d'une même famille. Exemple, le père de Jérôme s'appelait Antonius van Aken, ce qui veut dire Antonius d'Aix-la-Chapelle, où il exerçait à l'origine. Jérôme, lui, s'appellera Bosch, un abrégé du nom de la ville où la famille s'était installée. Bois-le-Duc, Sertogenbosch en flamand. Outre le format, ce qui peut paraître étrange, c'est le titre. C'est qu'à partir de la fin du XVe siècle, ce thème récurrent qu'est la folie redevient à la mode. D'ailleurs, en 1494, le Strasbourgeois Sébastien Brandt publie un best-seller, également intitulé « La Nef des Fous ». L'ouvrage doit son succès, en partie, au fait qu'il ait été rédigé non pas en latin, mais en langue dite vulgaire, celle que l'on parle, et dans le cas présent, un mixte de régionalisme germanique et alsacien. En plus, l'illustrateur retenu n'est autre que le très talentueux Albrecht Dürer. Un fou, c'est aussi le mot qu'on utilise alors pour désigner celui qui ne respecte pas les règles religieuses. Et c'est justement ce pécheur-là que Brandt met en garde du châtiment divin. La Nef des Fous fait aussi écho à un texte beaucoup plus ancien, une histoire racontée par un moine au milieu du XIIe siècle. Il s'agit de la vision de Tondal, un chevalier qui tombe raide mort au cours d'un dîner et voit son âme sortir de son corps. Pendant 3 jours, l'âme va se promener en enfer et rencontre des damnés. Chacun y va de son histoire et des tourments qu'il subit en châtiment de ses péchés. Lorsque l'âme réintègre le corps du chevalier, celui-ci change radicalement sa façon de vivre. Comme c'était prévisible, effrayé par les récits des damnés, il décide de vivre de façon irréprochable, vertueuse. Notre tableau se place entre ces 2 écrits et un autre qui suit de peu, puisqu'il s'agit de l'éloge de la folie publié par Erasme. Le philosophe hollandais invente ce personnage de la folie, ou plutôt cette déesse. Cela lui permet de dire tout haut ce que personne n'oserait dénoncer, sauf peut-être justement un fou. Petite précision, ceux qu'on appelle communément les fous circulaient librement. Avant d'être considéré comme malade, et donc comme un patient qu'il faut enfermer, le fou est utile dans la société. Au Moyen-Âge, on croyait que la parole du fou avait quelque chose de prophétique, un peu le bouffon du roi, voire certains humoristes à notre époque. Autre précision, du temps de Bosch, on pensait que la folie était due à une pierre logée dans le crâne, d'où le nom de pierre de folie. Il suffisait de l'enlever pour guérir le malade. Je vous laisse imaginer la chirurgie de l'époque, le tout sans anesthésie, bien évidemment. Dans un tableau, afin que le public puisse identifier le fou, on le représentait avec un entonnoir renversé sur la tête. Ici, Jérôme Bosch met l'entonnoir sur la tête du médecin. Mais du coup, c'est qui le fou? Bosch était surnommé le faiseur de diable. De son temps, on observe une émulation frénétique pour la représentation du démon. Un véritable brainstorming. D'autant que la cathédrale de Bois-le-Duc en est au stade de la décoration. Tout le monde s'y met. On décrit, on sculpte ou on peint des démons. Tous rivalisent d'inventivité. Et dans cette compétition, le meilleur, c'est incontestablement Jérôme Bosch. On représente les démons pour effrayer la population, pour que les gens respectent les règles religieuses. En gros, pour qu'ils se tiennent à carreau. Un peu comme avec le chevalier Tondal. Faire peur, ça permet aux forces au pouvoir de conserver leur position. Il faut dire qu'à cette époque, il y a un terreau fertile. Mais justement, pourquoi a-t-on autant peur? La peur, à Bois-le-Duc, fait suite notamment à l'incendie de la ville. Bosch l'aurait vu lorsqu'il était enfant. Très destructeur, ce drame a marqué au fer rouge la mémoire des habitants.
On le retrouve souvent dans ces tableaux, assimilé au feu de l'enfer. Il faut aussi compter avec la peur de la mort, omniprésente. On meurt jeune au Moyen-Âge, soit à la guerre, de faim, de froid, des épidémies. D'ailleurs, dans la rubrique santé, rappelons qu'à l'époque de Bosch sévissait l'ergotisme. Cette maladie rendait les malades complètement fous. Certains perdaient des membres, d'autres avaient des hallucinations. Ils se sentaient torturés par les démons, les mêmes que ceux peints par Jérôme Bosch. C'est ce qui a laissé penser aux experts que l'artiste était atteint de cette maladie. Une façon de dire qu'il avait fumé la moquette pour justifier cette imagination si fertile. De son vivant, Jérôme Bosch était une véritable star. Sur son acte de décès, on prend même la peine d'ajouter « peintre célèbre ». Le plus grand nombre de ses toiles est visible à Madrid, car un de ses admirateurs n'était autre que le fils de Charles Quint. Et puis on l'oublie. Et après 3 siècles dans l'ombre, au XXe siècle, c'est Jérôme Bosch le retour. Pourquoi ? Eh bien parce que rien de nouveau sous le soleil. Depuis le XXe siècle, les gros titres des journaux parlent de guerre, de conflits meurtriers, de famine, d'épidémies, catastrophes naturelles, changements climatiques. En somme, on vit plus longtemps dans la peur. Alors voyons maintenant de plus près ce que nous raconte la Nef des Fous. D'abord, ce tableau n'est pas isolé, mais fait partie d'un triptyque. Au Louvre, nous avons une partie d'un des volets latéraux. Les autres panneaux se trouvent disséminés dans différents musées de part et d'autre de l'Atlantique. Poursuivons donc notre voyage, pictural celui-ci, en détaillant ce fameux panneau. Au centre, un moine et une nonne s'apprêtent à croquer une galette. C'est la représentation d'un jeu populaire qui consistait à manger une crêpe sans les mains. Au lieu de jouer une musique religieuse avec un orgue, la seule acceptée par l'Église, la nonne joue du luth. La crêpe et le luth montrent que ces deux religieux prennent du bon temps. Au XXIe siècle, s'amuser pendant son temps libre, c'est normal. Mais en ce temps-là, on considère qu'ils sont avant tout des guides spirituels. Donc les voir pendant leur loisir, c'est inconvenant. On serait même à la limite du blasphème si on comparait la crêpe à une hostie. Ce serait alors un désastre, comme si ces deux ecclésiastiques s'apprêtaient à dévorer l'Église. D'ailleurs, un homme est tellement écœuré par ce comportement que ça le fait vomir. À moins qu'il n'ait tout simplement abusé des boissons et victuailles, comme l'un des baigneurs qui tend sa coupe pour le ravitaillement. Car oui, on l'a bien compris, ce qui se déroule sur cette embarcation, c'est une fête. Pour l'occasion, le mât du bateau est devenu mât de cocagne, élément incontournable des foires et fêtes populaires. Il fallait grimper jusqu'en haut pour décrocher et gagner le gros lot. Ici, c'est une volaille. À côté, un petit détail. Sur la bannière, il y a un croissant de lune. Cet astre aux multiples symboles était aussi associé aux troubles psychiques. Ne dit-on pas de certaines personnes qu'elles sont lunatiques ? Autre petit détail, la chouette, un oiseau vénéré par les plus anciennes civilisations. Puisqu'elle voit la nuit, la chouette voit ce que l'être humain ne peut pas voir. Grâce à cette faculté, elle sera associée à la déesse Athéna chez les Grecs, devenant emblème de sagesse et de savoir. Sa réputation s'entache avec les Romains, qui la voient comme un oiseau de mauvais augure. Réputation qui se ternira encore davantage au Moyen-Âge, puisque le volatile sera associé aux sorcières, à l'obscurité, donc au danger, d'où cette connotation funeste. Avec le symbole de la chouette, ou du hibou d'ailleurs, on navigue en pleine ambivalence. On n'est donc plus à une contradiction près. Cet oiseau du diable aurait-il alors élu domicile dans l'arbre de la connaissance, le savoir absolu qui n'appartient qu'à Dieu ? Au milieu du brouhaha de la fête, le notonnier ne conduit plus le bateau, il chante. D'ailleurs, il n'a plus sa rame, mais à la place une louche géante. C'est louche tout ça. J'avoue, elle était un peu facile celle-là. Un homme est allongé à l'avant du bateau, retenant une gourde qui flotte en dehors. Tient-il du vin au frais ? Une femme au-dessus de lui pourrait vouloir le frapper pour qu'il remplisse son pichet vide, à moins qu'elle ne cherche à le séduire dans le même but. Vu le sourire de l'homme, je pense davantage pour cette dernière option. Ce que conforte le vase au-dessus du couple, symbole de la féminité, maternité et sous-entendu de tout ce qui précède. Si l'on prend le fil au bout duquel est accrochée la crêpe comme axe de symétrie, on constate alors que Jérôme Bosch a peint d'un côté un pichet et de l'autre un poisson. Deux emblèmes chrétiens majeurs. Le vin, bien sûr, évoque le sang du Christ. Le poisson, l'ictus et la pêche miraculeuse. Aujourd'hui,
Notre quête personnelle du bonheur est au centre de tout. À l'époque de Bosch, c'était la foi religieuse. C'est pourquoi je vous convie maintenant à un voyage spirituel. Spirituel dans le sens de symbolique, hein. Regardez ce personnage à l'arrière-plan. Il doit être de la fête puisqu'il est en train de boire. Pourtant, il paraît isolé, distant. Qui est-il? Un lutin ou autre démon? Les cornes sur son chapeau évoquent-elles le diable? Pourquoi tient-il un bâton surmonté de ce qui ressemble à une tête? Je n'ai trouvé aucun indice permettant de répondre à ces questions. En revanche, il est le seul à regarder au lointain. Il voit où va le bateau. C'est donc probablement le seul à savoir que cette équipe joyeuse, festive et avinée va droit au naufrage. D'une certaine manière, Bosch est un lanceur d'alerte. Il dénonce le laisser-aller général. Les panneaux de ce polyptyque et autres peintures de Bosch vont dans ce sens. Son message est constant et cohérent. Sans conteste, Bosch est investi d'une foi profonde. Ce qu'il critique, c'est l'Église. C'est aux religieux de montrer l'exemple, mais ils ne le font plus. Qui donc, à part peut-être lui, l'artiste, pourra aider son prochain à trouver le salut? On peut donc conclure que si les croyances et les façons de s'exprimer sont très différentes, le ressenti humain, lui, reste identique. Si on actualisait la pensée de Bosch, à la place des vices et débauches, on verrait nos débordements consuméristes. Les feux de l'enfer se transformeraient en explosion de notre planète. Peut-être ajouterait-il, caché dans ce décor contradictoire mêlant bonheur et catastrophe à venir, un personnage mystérieux, comme notre lutin, qui montrerait à quoi il faut s'attendre. Et le message de Bosch ne serait peut-être plus choisi entre paradis et enfer, mais entre court et long terme. Bosch n'était pas pessimiste, puisqu'il montrait qu'on a le choix. On a toujours le choix. C'est donc avec cette excellente nouvelle que je termine cette vidéo. Et je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique journée.